Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Accor. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Accor après la publication du premier trimestre 2025. On voit que ça a quand même décroché début 2025 jusqu'à 35 €. Mais on commence à se reprendre un petit peu là. Est-ce que en plus on a ouvert en gap après les résultats là. Est-ce que c'est le moment de prendre le rebond? On regarde ça. Le chiffre d'affaires, on n'a pas le chiffre trimestriel puisque Coifin ne les publie pas. Il nous donne un chiffre semestriel divisé par 2. Alors on a eu 1,350 milliard de chiffre d'affaires au Q1 T1 2025, 9,2% de croissance. Donc c'est une bonne croissance quand même, hein. Donc on a dit 1,349 milliard, on est au-dessus, on est bien au-dessus, hein, surtout qu'en fait en réalité en mars 2024 on devait être un peu plus bas, hein, ici. Donc la croissance est au rendez-vous, hein, chez Accor, c'est bien, on récupère bien après la période on va dire de disette ici. Donc pas mal. Le groupe fait pas mal d'emplettes, hein, les acquisitions représentent la moitié de la market cap, donc beaucoup de croissance externe également. Ça améliore les parts de marché. Comme c'est un métier plutôt de service, de toute façon, il faut faire du maillage territorial et ça peut passer par des rachats d'hôtels en fait qui sont implantés dans d'autres géographies. On va regarder maintenant l'évolution du taux de marge. Alors, on est un peu biaisé par des taux de marge un peu exceptionnels ici. Peut-être qu'ils ont changé de méthode de calcul. On va un peu, si on dézoome un petit peu, on va se mettre sur 5 ans. On voit un taux de marge, les taux de marge qui se redressent évidemment, hein, après la période un peu exceptionnelle ici. Dans l'absolu, un taux de marge brut à 21%, c'est pas très élevé, mais le taux de marge d'EBITDA est quand même très proche, hein. Donc en final, on n'a pas beaucoup de frais de structure et de frais opérationnels, ça c'est bien, hein. Et en plus, on est en amélioration, donc on dégage l'efficience, en tout cas on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle, puisque le taux de marge d'EBITDA suit bien le taux de marge brut. Le taux de marge net est relativement élevé, hein, 11%, donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Si on regarde par rapport au taux de marge de free cash flow, c'est un peu plus bas en revanche. Donc, bon, on est sur des taux de marge qui sont quand même plutôt qualitatifs, une société bien gérée, quand même pas mal gérée. On va regarder ensuite la conversion des bénéfices nets en free cash flow, période exceptionnelle, beaucoup de dépréciations qui ont été passées, des dépenses non cash. Les free cash flow en cumulé sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Les bénéfices nets sont encore en perte en cumulé sur 10 ans. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est comptable. Et ça, c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qui nous a aidé dans la période? On a une variation défavorable du BFR. Donc ça, normalement, ça baisse un peu les cash flows opérationnels. Est-ce que on a arrêté les capex? Pardon, c'est ici. Non, on continue à faire des dépenses en capital assez importantes, hein. Donc presque 6 milliards de dépenses en capital en excès par rapport aux dépréciations et amortissements. Ça c'est bien pour la croissance future. Donc on a peut-être des other non-cash items. On a 1,430 milliard de other non-cash items. Donc ça, normalement ça aide les free cash flow, mais c'est en négatif. Donc ça fait baisser les free cash flow. Bon, l'image ici est pas du tout claire. Donc allez dans les tableaux de trésorerie pour savoir pourquoi est-ce que ces free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette, parce que moi je préfère utiliser la valeur d'entreprise s'il y a de la dette. Allez, on va continuer avec la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis, une rentabilité des capitaux investis à 4% en médiane, ce qui est faible, mais attention, il y a quand même de l'exceptionnel ici. À l'heure actuelle, on est sur du 6,5, c'est plutôt convenable. Mais attention, c'est pas très élevé. Si la croissance repart assez fortement, alors tout dépend de quelle croissance on parle, hein. Si c'est la croissance organique qui est à ce niveau-là, qui est à 20%, bon bah ça va être compliqué de s'autofinancer. Si c'est la croissance externe, du coup pas de problème. Mais pour autofinancer une croissance organique à 6,5, au-delà de 6,5-7%, on va être en difficulté, hein, parce que la rentabilité est pas si élevée que ça. Donc il faudrait redresser cette rentabilité opérationnelle pour être en capacité d'autofinancer la croissance organique. On continue avec l'endettement de la société. On a une dette nette qui ne baisse pas vraiment, hein, donc elle est structurellement en augmentation. Et ça, c'est ce qu'on a vu, c'est que la rentabilité est pas suffisante pour autofinancer la croissance. Bon. Après, la rentabilité, ça découle de la part de marché que l'on détient. Donc plus la société va quand même faire de la croissance et prendre des parts de marché, plus la rentabilité va augmenter.
et in fine ça fera baisser la dette. Pour l'instant on n'y est pas encore, on est endetté à 2,5 fois l'EBITDA, ce qui est un niveau qui commence à être un peu lourd. Maintenant, sur ce genre de business où on a une bonne visibilité sur les cash flows, on peut être endetté relativement à un niveau élevé, c'est pas très grave. On est endetté à plus de 5 fois l'EBITDA, les free cash flow, 5-6 fois. Donc, bon, un peu lourd quand même, un peu lourd. Ça va impacter les résultats après. On va regarder maintenant la rémunération de l'actionnaire. On est à un niveau de 321 millions de dividendes. C'est très élevé comparativement au free cash flow. On verse presque 2 tiers des free cash flow en dividendes. Donc ces dividendes, il va pas forcément augmenter, voire il va peut-être baisser. On a un peu de rachat d'actions sur la société depuis 2019, mais ça n'a pas l'air d'être régulier. Donc c'est peut-être fait de façon opportuniste, ce qui est pas plus mal non plus. Il faut mettre à profit des trous dans la valorisation, des baisses de valorisation pour acheter des actions. C'est ce que semble faire le groupe, et c'est pas si mal. 5,9% de rendement d'actionnaire, ça c'est intéressant, c'est pas mal, mais est-ce que c'est soutenable? Pour l'interrogation, on verse quand même beaucoup de free cash flow dans les dividendes, donc attention. On va y regarder la valorisation maintenant. Si on regarde la valeur d'entreprise sur EBITDA, en fait on est quand même très décoté. Bon, alors je prends la médiane pour éviter les biais exceptionnels ici. La médiane elle est à 16. À l'heure actuelle, on est à 9,7, donc il y a quand même une bonne décote sur Accor. C'est pas mal. Si on zoome un petit peu plus, la décote est un peu moins flagrante, mais elle mérite d'exister toujours. Donc, conclusion sur Accor. Dommage que les free cash flow, que la rémunération de l'actionnaire soit à un niveau si élevé, parce que si ça baisse, les actionnaires qui y sont pour le dividende vont faire baisser le cours. Mais au-delà de ça, on est sur une société qui refait de la croissance, qui s'est redressée depuis 2020, qui a un niveau d'endettement un peu lourd mais soutenable, une rémunération d'actionnaire intéressante mais pas forcément soutenable, donc ça garde en tête, et un niveau de décote quand même qui apporte de la marge de sécurité. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.